bonjour. Donc, je m'appelle Marine Lupercal, je suis photographe plasticienne. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de découvrir mon travail dans le container de Manifesto ou sur Internet. Il y avait mon adresse, j'ai vu quelques personnes qui étaient allées voir. Donc, je fais des compositions d'images photographiques, oniriques, un peu cauchemardesques parfois, fantastiques. Mon travail est préoccupé par le viscéral et le sensuel. C'est assez touffu, assez chargé. Je suis très attirée par les matières organiques, les accumulations, les enchevêtrements. J'ai une composition plutôt intuitive, minutieuse et assez chronophage. Mon travail peut prendre d'une semaine à un mois environ sur une composition. Je vis à Haussillon depuis presque une dizaine d'années maintenant. C'est pas un coin très beau au plan architectural, mais la nature y est très belle. Les paysages sont très variés. Il y a le Cidobre d'un côté, la Montagne Noire, l'Aude pas très loin. Donc dès que je peux, je fais de longues balades dans la montagne, dans la forêt, dans la garrigue du côté de l'Aude ou aussi au bord de la mer près de Narbonne. Ça m'a permis vraiment de prendre conscience des saisons, de découvrir les cycles, les changements de forme, de couleurs, les odeurs, toute cette énergie vivante qui naît, qui meurt, qui se renouvelle sans cesse. Donc en marchant, je prends un grand plaisir à découvrir cette nature que je photographie. J'accumule des photos depuis pas mal de temps. Et aussi, je collecte des objets. Je ramasse, je glane des mousses, des champignons, des racines, toutes sortes d'objets un peu que je trouve beaux, étranges, des squelettes quand j'ai la chance d'en trouver, c'est assez rare, des plumes, des insectes. À propos d'insectes, j'avais entendu une information à la radio comme quoi la masse vivante des insectes dépassait de très loin celle des humains et celle du monde animal aussi en général. On estime que les vers représentent à eux seuls près de 80% de la biomasse animale de la planète. Ça m'a semblé vertigineux, toute cette vie ignorée, à part peut-être des scientifiques. Bon, certainement, c'est pas les vers qui m'intéressent le plus, et certainement que cette vie grouillante nous repousse. La matière foisonne, et le plus souvent, on est au contact du bitume, de la pierre. On est très loin de tout ça, quoi. Je suis très curieuse de découvrir toutes ces formes qui peuvent être saugrenues ou délicates, étonnantes, toutes ces couleurs incroyables. Je réunis mes trouvailles dans mon atelier. Je les classe par type, par forme, par couleur. Je les contemple, je fais des tentatives d'association. En fait, je constitue un cabinet de curiosité dans des bocaux ou dans des boîtes. Je fais des tentatives d'association. Je contemple ces matériaux. Cette observation, c'est effectivement une grande partie de mon travail. Je prends vraiment le temps de regarder ces matériaux, d'écouter le chuchotement de toute cette matière, de trouver un lien, une histoire avec ces matériaux, de m'imprégner. J'ai toujours une grande curiosité pour la science, notamment la biologie, les sciences du vivant, pour cette volonté de comprendre ce qui nous entoure, ce qui nous constitue. Et j'adore les instruments scientifiques. J'ai donc eu envie de me servir d'un microscope pour observer cette matière vivante. Je connais peu de choses plus excitantes que de découvrir ce qu'on peut pas voir à l'œil nu. À travers le microscope, j'ai l'impression d'entrer dans l'intimité de la nature, de percer un secret. Et je trouve aussi fantastique de découvrir des formes à toutes les échelles de la matière. J'ai un microscope assez basique par rapport à ce qui se fait actuellement, mais il me permet de grossir les objets jusqu'à 1000 fois environ. Sous les lentilles, on peut voir un monde d'une infinie complexité, comme si chaque chose était recouverte de sucre, brillante, précieuse. C'est malheureusement très dur de capter cette richesse par la photographie. Il ne s'agit pas seulement d'observation, mais aussi de trouver des sources de fantasmagorie très fécondes pour élaborer des mondes imaginaires. Donc je voulais vous montrer quelques exemples, mais la luminosité est pas fabuleuse. Là, vous aurez l'occasion de voir cette composition dans le container. On peut voir, ça c'est une composition qui a été faite à partir d'un peu d'albumine,
de blanc d'œuf. C'est une forme de chien qui ressemble un peu à une méduse, aussi délicat qu'une méduse, et une forme qui peut se désagréger à tout instant. Là, il s'agit aussi, c'est une composition que vous pourrez voir dans le container, c'est une toute petite graine rouge qui a été fixée dans une résine sur une des lamelles qu'on utilise pour les microscopes. Bon, il y a plein de bulles. Normalement, les scientifiques évitent ça parce que ça permet pas une bonne observation, mais moi, j'en ai vraiment tiré mon parti. J'avais trouvé ça très très beau. Là, c'est un autre exemple, je sais pas si d'une mouche. Il y a des graines aussi derrière, et il y a des animaux pris à d'autres échelles. En fait, il y a une chimère, il y a un poisson qui forme l'autre forme de la chimère. Voilà, j'ai donc commencé à faire tout un bestiaire à partir d'une goutte de lait, de blanc d'œuf, d'un bout de peau, de quelques graines, de peau de fruits, d'insectes. Une autre part importante de mon travail se passe dans l'eau. J'ai toujours été très attirée par les bocaux, par les matières conservées dans les bocaux qui permettent de figer un état et d'éviter la dégradation. Et j'aime aussi la préciosité que donne le verre. Ça, c'est une citation. Je vous laisse un peu le temps de la lire. Donc, une citation de Monsieur de Bougrelon, de Jean Lorrain, qui est un livre que j'ai lu il y a une vingtaine d'années, qui m'a beaucoup marqué, et qui a été vraiment un déclic pour ce travail sur les bocaux. J'ai donc décidé de faire des installations dans des aquariums. J'immerge toutes sortes d'objets, et je laisse évoluer l'environnement créé. L'eau permet de rendre perceptible une atmosphère. Elle permet de rendre perceptible le passage des rayons de lumière. Dans l'eau, les objets sont d'abord extrêmement nets, brillants, couverts de bulles. Puis petit à petit, ils changent de nature. Ils s'alanguissent, ils se décomposent. Ils deviennent parfois presque transparents. Et la lumière les transperce, tandis que l'eau se trouble. Ils deviennent étranges, en fait. Le trouble de l'eau permet de faire naître des plans successifs, du plus net au plus brouillé, de suggérer une profondeur et donc justement de tromper parfois sur l'échelle de ce qu'on peut regarder, d'imaginer un paysage qui puisse être beaucoup plus vaste. Et puis, petit à petit, la putréfaction se développe et recouvre tout. Alors ça peut être très très beau, mais ça peut être aussi très pénible pour mon entourage. Bref. Donc la vision de ces aquariums suggère des scènes de paysages qui semblent se déplacer et changer à mesure que la lumière traverse le verre. Du matin au soir, l'atmosphère peut totalement changer. Bon, je trouve que l'eau aussi dégage une mélancolie songeuse, quelque chose de très calme. Et on est complètement happé par cet écran de l'aquarium. Le bocal ou l'aquarium, c'est un petit univers clos et complet, fermé sur lui-même, que je trouve assez fascinant. Je vais vous montrer un autre exemple avec des légumes. On a des couleurs très douces et toujours un côté un petit peu inquiétant. Donc avec les éléments glanés dans la nature, je fais aussi des installations hors de l'eau. Je les assemble avec des matériaux fabriqués, découpés, déchirés, comme des bouts de tissu, des bouts de plastique, du coton, des matériaux un peu privilégiés. Même des bouts de plastique, ça peut être très très beau. Donc je construis des petits paysages à partir desquels je vais pouvoir imaginer une source de vie, dans lesquels je vais pouvoir intégrer des éléments humains ou animaux. Il s'agit de jouer avec la matière et de se jouer de la matière, un peu comme une alchimiste. Je fais des petites sculptures, parfois à peine abouties, et c'est l'occasion de faire naître d'heureux hasards, d'imaginer plein de choses, de susciter des interprétations multiples. Et c'est ensuite dans Photoshop que le travail se poursuit et que je lui trouve sa forme finale. Là, c'est une composition très sombre, donc ça va être un petit peu difficile. C'est normalement fait avec des champignons trouvés dans une forêt très humide, un coin très très sombre.
Là, on va peut-être un peu mieux voir cette composition qui se trouve aussi dans le container, qui a été faite à partir de matériaux ramassés au bord de la mer. Donc c'est des matières blanchies par le sable et le sel. On peut voir une espèce de forme humaine, un être humain reconstitué à partir de matières non organiques, enfin non animales en fait, puisqu'il y a quand même des matières organiques, mais il y a des algues, des coraux, des éponges, un bout de cire tourmenté par les marées. J'ai ensuite beaucoup utilisé la cire, qui est une matière très malléable. Je reviens de plus en plus à la figure humaine dans mon travail, sans laquelle je trouve qu'il est très dur de faire passer des émotions et de capter l'attention. Mes sujets sont généralement capturés par une série de clichés qui sont ensuite juxtaposés selon la technique de panorama avec recouvrement. On peut voir là, il y a à peu près une quarantaine de photos prises pour constituer. Je cherche à avoir une définition vraiment très très minutieuse, très très fine. Donc je travaille mes compositions dans Photoshop ensuite avec une tablette graphique. Et certaines parties des images sont dessinées. Il s'agit en quelque sorte de peindre avec de la matière photographique, sans chercher l'exactitude ou la fidélité. C'est plus la précision et la qualité des matières qui m'importent. Et ces outils aussi ces outils informatiques me permettent de faire des rapprochements très rapides entre différents éléments et d'atteindre une fusion complète entre dessin et photographie que je cherchais depuis longtemps. Ils offrent des possibilités extraordinaires au niveau de la superposition, du travail sur les transparences, du travail sur la lumière. Voici une citation de Gaston Bachelard, de L'eau et les rêves de Gaston Bachelard. Donc l'idée de greffe me semble très importante pour expliquer mon travail. Elle me semble très juste pour décrire ce qui me motive, cette envie de mêler différentes formes de vie, de trouver des passerelles, de créer des êtres hybrides, de chercher un corps subjectif, imaginaire. Je cherche à créer des images qui ont la texture du rêve, à créer un paysage mental spéculatif et de collisions et d'amalgames fantasques. Je cherche à élargir, à ouvrir ma vision, à dépasser la réalité et à faire surgir un sentiment d'étrangeté grâce auquel on peut se voir et voir le monde avec des yeux différents selon une perspective complètement nouvelle, où on peut se surprendre, où on peut s'oublier pour se fondre dans le jeu des spéculations. Les sensations les plus contradictoires émergent de cette observation de la nature. Absurdité, atrocité, surprise, enchantement. C'est un terreau fertile de cauchemars et de rêveries. Ces ambivalences ou ces paradoxes sont un moteur très puissant et permettent des transpositions sans fin. Et j'ai l'impression que mon travail est vraiment évocateur quand il est justement à la frontière entre deux sentiments contradictoires qui pourraient basculer d'un côté ou de l'autre. Je cherche donc à matérialiser le processus de création et de destruction en révélant la beauté des cycles biologiques. Et je trouve jubilatoire le fait de dompter ses propres démons, d'exprimer ses obsessions et ses angoisses, et de faire surgir de la beauté. Et il y a aussi un peu une tentative d'apprivoiser l'idée de la mort. Donc je vous invite aussi à prendre le temps de regarder toutes les manifestations de cette vie autour de vous, la beauté des matières organiques, des matières végétales, l'écorce charnue du monde. Donc à découvrir la merveilleuse et horrible nature. Je voulais finir par vous parler de mes sources d'inspiration. Donc j'ai été d'abord très influencée par deux artistes tchèques.
Ici, on peut voir un artiste qui s'appelle Schwankmajer. Je ne sais pas si certains de vous connaissent. Il fait aussi des films d'animation. Et il a fait beaucoup de sculptures. Il a été aussi à l'origine de ce qu'on appelle l'art tactile. Donc voilà, c'est très étrange. Il a fait partie du mouvement surréaliste en Tchécoslovaquie. C'est plein d'humour, de férocité, d'étrangeté. Et c'est parfois complètement débridé, parfois vraiment très inquiétant. Là, il s'agit du photographe Jiris. Alors, je crois que je travaille un petit peu de la même manière que lui. Il a utilisé beaucoup d'éléments de légumes, de matériaux très simples à partir desquels il a créé tout un univers imaginaire. J'ai malheureusement jamais eu l'occasion de voir en vrai ces photos, mais elles me semblent vraiment incroyables. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, je crois. Bon. Là, on peut voir Wittkin. Il y a pas mal de gens qui m'ont fait la réflexion que ils trouvaient que mon travail ressemblait à du Wittkin en couleur. C'est très flatteur. Là, il s'agit d'un photographe italien qui s'appelle Alessandro Bavari, qui est un photographe contemporain. Enfin, c'est tous les artistes que je vous montre sont contemporains. Il a vraiment réussi à créer un univers fantastique très très élaboré, très très étrange. Alors ensuite, je vais vous parler d'artistes américains qui font partie de ce qu'on appelle le lowbrow, qui est associé maintenant au pop surréalisme depuis plus récemment. C'est à la base on trouve c'est un élément pardon. On y trouve du street art, des graffitis, des tatouages, de l'iconographie populaire. C'est donc un mouvement un peu underground où se sont petit à petit amassés des tas d'autres artistes qui utilisent, alors qui travaillent de manière plus classique et même avec beaucoup de maîtrise l'illustration et la peinture. Donc là, il s'agit d'Alison Sommer. Là, on peut voir un artiste qui s'appelle David Ball qui fait des collages avec des mélanges de photos, d'illustrations et de découpage aussi qu'il trouve dans les journaux. C'est aussi un travail vraiment très très beau. James Jeans, qui est un illustrateur, mais qui est en train de devenir un peintre aussi très très doué. Là, c'est un travail de Ray César qui travaille en 3D, qui est justement aussi, c'est une des pistes que je compte développer dans mon travail parce qu'elle permet vraiment de pousser très loin l'imagination et de jouer avec des formes, des lumières. Ça, c'est un artiste hollandais qui s'appelle Chris Behrens. Les gens peuvent penser à la base que c'est un travail fait sous Photoshop, mais c'est de l'encre. Il utilise de l'encre sur des papiers transparents et qui sont juxtaposés les uns aux autres. Ça crée un effet de profondeur qui est vraiment très très délicat et très très beau. Voilà, c'est encore Chris Behrens. Et voilà. Pour finir, je tiens à remercier toute l'équipe de Manifesto qui m'a permis d'exposer. Là, c'est vraiment une chance très très importante pour moi. Et puis aussi les réveils créatifs. Voilà, je vous remercie. Je le laisse faire, oui.
je laisse faire, je laisse évoluer. Alors parfois j'essaye de rattraper quand l'image est trop brouillée, trop confuse. J'essaye quand même d'obtenir une composition où j'ai des lumières, des lumières sombres et des lumières plus nettes. Mais oui, en général, je laisse évoluer et puis bon, parfois ça peut être très surprenant et j'arrive à un travail qui est totalement différent de ce que j'avais imaginé au début. Alors oui, je fais mes tirages moi-même et j'estime que c'est très important. Sans juste à l'écran, ça me suffit pas. Il faut que je vois le résultat sur papier. J'ai une imprimante assez grand format et je tire. Alors bon, je peux tirer des grands formats, mais mes images, je les ai même prévues. Elles font parfois jusqu'à 1,50 m. Elles pourraient être tirées en très très grand.